Bonjour, alors dans cette vidéo, on va présenter l'exercice à faire en proxy system avec C#. Un exercice que j'estime qui devrait prendre environ 3 heures. Donc d'abord, on va un peu exercer le programme qu'on a vu dans la théorie. Donc consultez ce site-là. Et ensuite de ça, arrangez-vous pour entrer votre nom, suivi de votre nom de famille, donc votre prénom, suivi de votre nom de famille. Et après ça, faites CTRL-D pour terminer la saisie, pour voir comment ça fonctionne. Ensuite de ça, utilisez-le directement avec votre nom, c'est-à-dire faites un écho, puis envoyez-le dans votre programme, dans le programme qui est là, dans mono.exe, pour voir comment que le stdin, en fond, est traduit par, c'est-à-dire est converti en majuscule par le pipe que vous avez ici, au niveau du programme main.exe. Donc ici aussi, c'est la même chose. Donc vous faites une saisie de ça pour montrer que ça fonctionne bien. Ensuite de ça, vous allez coder un programme C# qui permet de compter le nombre de lignes reçues sur stdin et qui va l'afficher à l'écran. Une fois que vous aurez créé ce programme-là, vous allez faire un démo pour montrer son bon fonctionnement, incluant votre nom et votre prénom dans le démo en question. Donc, par exemple, ici on le voit, je lance le programme compter lignes. Ici on est dans CMD. Alors 1, 2, Frédéric, Guérin, CTRL-Z. CTRL-Z sous DOS, c'est pour terminer les entrées. Donc, alors que CTRL-D termine les entrées dans Bash, CTRL-Z termine les entrées dans DOS. Une fois qu'on a fait ça, le programme affiche 4 parce qu'il a reçu 4 lignes en entrée. Donc, une fois que votre programme fonctionne bien, vous faites cet exemple-là, vous faites une saisie. Et ensuite de ça, vous allez vous en servir pour compter le nombre de lignes que vous avez dans votre programme lui-même. Donc, par exemple, ici, on fait, vous allez commencer par faire un echo username, juste pour faire afficher votre nom. Et ensuite, vous allez envoyer votre propre programme. Donc, ici, on suppose qu'on est au niveau du programme. Donc, on fait point, slash, backslash programme.c#. On envoie ça dans notre programme compter ligne et il va nous envoyer le nombre de lignes qu'il y a dans le programme, 15. Juste pour valider que votre programme fonctionne bien, vous allez utiliser la commande find comme ici pour faire en sorte valider que ça affiche aussi 15. Dans ce cas-là, 15, c'est un chiffre arbitraire, c'est parce que dans mon programme, j'ai 15 lignes. Et si vous en avez 10 ou si vous en avez 25, c'est pas grave, c'est correct. Okay? L'idée, c'est qu'il faut que cette commande-là et cette commande-là donnent la même chose. Ensuite de ça, vous allez créer un programme info.exe qui va afficher les informations d'environnement suivantes. Donc, votre nom d'utilisateur, le dossier courant, le nom de la machine, le nombre de secondes écoulées depuis le démarrage de votre machine. Donc, dans cet affichage-là, c'est important de séparer les milliers pour rendre le nombre plus lisible. Le nombre de processeurs sur votre machine, la version du système d'exploitation et la version de C#. Donc, on s'attend à ce que vous utilisiez un projet .NET Core 3.1. Donc ici, je le spécifie, là. C'est important que ce soit .NET Core 3.1. C'est ça, vous allez faire un démo de fonctionnement. Donc, on s'attend au moment de l'affichage que les deux points soient alignés sur une même colonne. Donc, vous allez d'abord afficher le nom de l'utilisateur. Dans mon cas, évidemment, c'est mon propre nom, mais dans le vôtre, ça sera votre propre nom. Le répertoire courant, qui va être selon l'endroit où vous exécutez le truc, mais qui devrait ressembler à ce que vous avez ici. Après ça, c'est quoi le nom de votre machine? C'est quoi le nombre de secondes écoulées depuis le démarrage? C'est quoi le nombre de processeurs? Quel système d'exploitation, sur quel système d'exploitation on est en train de rouler? Et c'est quoi la version de C#? Donc ensuite de ça, juste pour montrer que les ticks sont toujours en train de courir, vous allez afficher une seconde fois le nombre de ticks. Donc, vous allez rouler à nouveau le programme info.exe avec un find string tick pour afficher uniquement cette ligne-là. Et vous allez afficher encore la ligne tick, mais vous allez voir que ce ne sera pas le même nombre de secondes parce qu'il y a plusieurs secondes qui vont s'être écoulées entre ce que vous avez ici et ce que vous avez ici. Donc, moi, dans mon cas, en fait, je ne sais pas pourquoi on dit secondes alors que
le programme est rendu aussi loin. C'est peut-être pas des secondes, il faudrait que je vérifie. Parce que je suis un peu surpris de voir qu'on passe ici de toutes ces secondes-là à toutes ces secondes-là. 503, 549 000 secondes, il me semble que ça ferait pas mal plus tard. C'est peut-être pas des secondes finalement, c'est peut-être des millisecondes. C'est à vérifier. Bon. Vous allez faire votre saisie comme à la diapo précédente. Okay, évidemment, ça va être des trucs différents qui vont s'afficher en ce qui vous concerne. Ensuite de ça, vous allez améliorer le programme de la diapo précédente, en fait de la partie précédente, pour faire en sorte, pour afficher les variables d'environnement en sus. Okay. Donc, on s'attend à ce que les variables d'environnement s'affichent. Si jamais, vous allez probablement avoir besoin de récupérer le nom des variables d'environnement. Alors, pour récupérer le nom des variables d'environnement, vous pouvez utiliser la série d'instructions, en fait, l'unique instruction que vous avez ici, mais qui s'étale sur plusieurs lignes. Donc, si vous faites environment.getVariables, vous allez obtenir toutes les variables. Après ça, vous faites keys pour aller chercher uniquement les clés. Après ça, vous faites offType string pour que ces clés-là, en fait, on veut uniquement les clés de type string. Et finalement, en fait, on veut, c'est-à-dire que d'une certaine façon, quand je dis offType string, c'est que ça permet aussi de le convertir en string. Après ça, on fait un toArray pour convertir le tout en array. Donc là, ça va nous donner un array ou une liste, si vous préférez, qui contient tous les noms des variables. Donc à partir des noms des variables, vous devriez être en mesure d'aller récupérer les valeurs associées. Si jamais vous voulez, il y a moyen de faire un peu mieux que ça en utilisant IEnumérable au lieu de toArray comme vous avez ici à la ligne 23, mais pour ce qui est de IEnumérable, disons que c'est un truc de prog 2, donc c'est pour ça que je vous donne une solution prog 1 ici au fonctionnement. Donc, vous allez, pour faire un démo de fonctionnement, vous allez commencer par afficher le nombre de lignes complètes que votre programme régurgite, si on veut. Donc ici, on voit que notre programme régurgite 58 lignes en tout. Donc, je m'attends à un minimum de 20 lignes. Si vous n'avez pas 20 lignes, ben, il y a peut-être un problème. Ensuite de ça, l'affichage va ressembler à ça. Une fois que vous avez affiché tous les trucs, ça c'est la partie qu'on avait fait précédemment. Ensuite de ça, vous affichez les variables d'environnement. Donc avec un signe égal ici, centré. Et vous affichez toutes les variables d'environnement. Donc All User Profiles, Android Home, App Data, bon, etc., en ordre alphabétique. Vous allez saisir ici le bon fonctionnement de votre programme. Une fois que vous avez fait ça, on tombe dans une commande qui s'appelle head. Donc la commande head, en fait, on va commencer par explorer d'abord cette commande-là. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Donc, la commande head, c'est une commande qui est assez standard dans Unix, Linux, qui permet d'extraire les premières lignes d'un fichier. Donc, elle fonctionne tout aussi bien avec une redirection de stdin qu'à partir d'un nom de fichier spécifié comme second argument. Donc ici, on donne un exemple. Par exemple, ici, on génère un fichier d'information à partir de notre programme info.exe. On génère un fichier d'information. Après ça, ici, on fait un cat info.exe pour régurgiter le contenu de notre fichier info.txt. Et on fait un head 1. Head 1, ça veut dire qu'on va chercher la première ligne de notre fichier. Donc, la première ligne de notre fichier, c'est utilisateur fguérin. Okay. Comme on le voit ici, utilisateur fguérin, c'est la première ligne du fichier. Si après ça, on fait un head 2, ben, on va régurgiter les deux premières lignes du fichier, donc l'utilisateur, le répertoire. Et si on fait un head-3, on va récupérer les trois premières lignes du fichier, donc utilisateur, répertoire, machine. Mais au lieu de faire une redirection, on aurait pu aussi passer le nom du fichier en argument. Donc ici, on passe le nom du fichier en argument, info.txt, on le passe en argument, et on prend la première ligne de ce fichier-là, on obtient ça, deuxième ligne, les deux premières lignes, on obtient ça et ça, et les trois premières lignes, on obtient ça, ça, ça. Donc c'est exactement la même chose, sauf que dans ce cas-là, on reçoit l'entrée dans stdin, alors qu'ici, on reçoit l'entrée en argument en tant que nom de fichier. Donc, vous allez saisir le fonctionnement de la commande head comme à la diapo précédente, mais avec votre programme info.exe sur votre machine pour montrer que ça fonctionne. Il existe aussi dans Unix Linux une autre commande standard qu'on appelle la commande tail.
Alors, cette commande-là fonctionne comme add, mais au lieu d'extraire le début du fichier, elle va extraire la fin du fichier ou de stdin. Par exemple, pour extraire les 5 dernières lignes de votre fichier info.txt, vous feriez tail-5 info.txt et ça va régurgiter seulement les 5 dernières lignes du fichier. Ceci nous amène à la possibilité de combiner les commandes add et tail. Donc, comment pourriez-vous combiner les commandes add? En fait, avec ces deux commandes-là, vous êtes capable d'extraire n'importe quelle séquence de lignes que vous retrouvez dans un fichier. Par exemple, si vous voulez extraire la séquence de lignes 42 à 71, vous êtes capable de faire ça avec add et tail. Donc, moi, ce que je vous demande de faire maintenant avec add et tail, c'est combiner les commandes add et tail de telle sorte que vous allez régurgiter les lignes 2 à 4 de info.txt. Donc, on fait 4 info.txt, pipe, puis ici, il manque quelque chose. Donc, dans ce qui manque ici, vous allez mettre ce qu'il faut pour régurgiter les lignes 2 à 4 de info.txt. Évidemment, ça va être votre info.txt. Donc, le répertoire ne sera pas nécessairement le même, la machine ne sera pas la même, puis le nombre de ticks, évidemment, varie tout le temps. Donc, ce ne sera pas le même non plus. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va maintenant s'attaquer à l'idée ou on va s'attaquer au projet de construire notre propre programme add.exe. Pourquoi? Parce qu'un tel programme n'existe pas dans Windows. C'est standard dans Unix, mais ce n'est pas standard dans Windows. Donc, on va créer notre propre commande add.exe. Donc, cette commande-là peut prendre son entrée soit de stdin ou soit d'un fichier spécifié en argument. Okay. Si le fichier n'est pas spécifié en argument, on s'attend à récupérer l'information de stdin. Si le fichier est spécifié en argument, alors on s'attend à récupérer l'information dans le fichier qui est spécifié en argument. Donc, tout d'abord, il va y avoir un usage. Donc, si jamais on appelle notre programme add, mais qu'on ne fournit pas d'argument, évidemment, il s'agit d'une erreur. Donc, on va afficher un message d'erreur. Et si on fournit trop d'arguments, 1, 2, 3, on affiche aussi un message d'erreur. OK, en termes d'usage. On fait une saisie pour démontrer le bon fonctionnement. Ensuite de ça, on va aussi démontrer que notre erreur s'affiche dans stdr. Donc, si on fait une redirection vers nul, ça s'affiche malgré tout. Puis si on fait une redirection du canal numéro 2, canal de sorte d'erreur standard vers nul, à ce moment-là, il ne s'affiche rien du tout. Et si on fait un écho de error level, l'exit code, on voit que l'exit code est 1, donc il est différent de 0. Okay, si vous voulez avoir un exit code de 303, vous pouvez le faire, bien que normalement, on se contente d'un exit code de 1 pour dire qu'il y a une erreur qui s'est produite. Ensuite, on s'attend que ce programme-là aide, fasse en sorte que les nombres qui reçoit un argument soient toujours un nombre qui débute par un tiret. Donc, par exemple, si je lui passe l'argument plus 12, il doit m'afficher un message d'erreur. Par exemple, l'argument nombre de lignes, plus 12, doit commencer avec un tiret. Okay. Ici, on affiche c'est quoi le tiret. Donc ici, on nous dit qu'il y a une erreur. Et ce message d'erreur-là doit s'afficher sur stdr. Donc, si on fait une redirection vers 2, on va s'apercevoir que, en fait, on fait une redirection vers 2 pour que on se aperçoit qu'il ne s'affiche rien du tout. Puis après ça, on fait un OR, écho, OK. Ça veut dire que si ça retourne un exit code de 0, le écho OK va s'exécuter. Donc, ça veut dire que ça va afficher OK. Donc, c'est pour ça que cette commande-là affiche uniquement OK. Donc, vous allez exécuter votre saisie comme ça pour montrer que ça fonctionne. Non seulement le nombre doit débuter par un tiret, mais il doit aussi être valide. Donc, si vous passez par exemple le nombre moins 23x, ça ne marchera pas. Donc, vous affichez aussi un message d'erreur dans ce cas-là. Et on vérifie que le message d'erreur s'affiche sur stdr et que le programme retourne un exit code différent de 0 en exécutant cette commande-là que vous avez ici. Donc, vous exécutez ces deux commandes-là pour montrer que ça fonctionne bien. Donc, pour tester maintenant la suite de notre programme, on va se créer un fichier d'information locale. Donc, ça ici, c'est la façon de créer un fichier d'information locale. Donc, on va exécuter notre programme info.exe, mais dans le dossier courant. OK. Donc, ici, on crée ce programme-là et on fait une redirection vers info.txt pour créer un fichier d'information info.txt local. Ensuite, on fait un type pour voir que tout s'affiche correctement. Et
Ensuite, on va exécuter notre programme en mode stdin. Donc, ça veut dire sans passer un deuxième argument. Donc, si on fait un head-0 récupéré de stdin de info.txt, ça n'affiche rien du tout parce qu'on demande d'afficher 0 ligne. Une ligne, ça affiche une affaire. 2 lignes, ça affiche les 2 premières lignes. Et 3 lignes, ça affiche les 3 premières lignes. Et finalement, l'error level est 0 parce que l'exit code, tout est bon. Votre saisie de ça. En mode fichier, si on passe le fichier ici directement comme deuxième argument, si on fait un head 0, ça n'affiche rien. Head 1, la première ligne. Head 2, les 2 premières lignes. Head 3, les 3 premières lignes. Et ça affiche un exit code de 0. Votre saisie. Et si jamais il y a une erreur dans le fichier, par exemple, si on fait un info-2 info.ttx, donc il y a une erreur dans le fichier, on affiche un message d'erreur. Et on fait un echo error level pour montrer que qu'on a un problème. Okay? C'est-à-dire que l'exit code est différent de 0. Vous faites une saisie de ça. Exercice suivant, c'est d'utiliser Mono pour exécuter des programmes et compiler des programmes. Donc, Mono, c'est un... OK, ça veut dire singe en espagnol, mais ça va vous expliquer pourquoi vous voyez cette espèce de logo-là. OK? Mais, je veux dire, à part de ça, c'est pas super important. Donc, c'est un compilateur runtime, si vous voulez, pour C# qui est open source, puis qui est multiplateforme. Donc, il peut rouler à la fois dans Linux et Windows, mais en réalité, les gens s'en servent surtout pour l'exécuter dans Linux. Ou je pense qu'il peut aussi rouler peut-être dans Android, ou en tout cas des choses comme ça, ou iOS. Donc, mais en tout cas, l'important, c'est pas... En tout cas, l'idée ici, c'est que c'est un compilateur qui est concurrent de celui qu'on trouve pour Microsoft, puis qui est open source. Donc, vous allez commencer par installer Mono dans Ubuntu. Donc ici, vous avez les instructions à faire pour installer ça. Ensuite de ça, vous allez compiler votre programme info.exe. Donc, vous allez vous installer dans le dossier où vous avez le info.csproj. Donc, vous installez dans ce dossier-là. Et quand vous êtes dans ce dossier-là, vous allez faire mcs-out2.info.exe programme.c#. Donc, vous allez compiler votre programme, puis vous allez donner la sortie. On veut que ce soit info.exe. Donc, MCS, c'est le nom du programme Mono C# pour compiler avec Mono. Donc, comme saisie, vous devriez voir comme saisie apparaître le fameux info.exe ici, 4K, ou ça peut varier, là, ce ne sera pas nécessairement 4K. Donc, on voit ici s'afficher. Donc, vous allez faire un ls-lh pour afficher la sortie. Donc, vous compilez, vous faites un ls, puis vous montrez que tout fonctionne bien ici dans la sortie. Ensuite de ça, on va exécuter. Donc, on voit ici qu'on prend mono, info.exe, pipe, word count, ligne. Donc, on voit que notre sortie contient 28 lignes. Et ici, on affiche les 12 premières lignes. Les 12 premières lignes vont ressembler à ça. Okay. Donc, vous, votre nombre de lignes, évidemment, ne sera pas nécessairement 28. Puis, vos premières lignes ne sont pas nécessairement celles-là non plus, quoique dans ce cas-là, ça risque de ressembler pas mal à ce que vous avez ici. Votre home, bien sûr, ce ne sera pas le mien, ça va être le vôtre. Donc, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente pour montrer que ça fonctionne bien. La partie 9, l'idée ici, c'est d'utiliser .NET Core. Donc, .NET Core, c'est ça que je vous fais utiliser, vous, depuis Prog 2. En fait, depuis Prog 2, normalement, vous venez de Prog 1. Donc, c'est pas, de toute façon, ça ne change rien dans ce qu'on fait. Okay? Mais disons que, comment dire, c'est ça. Il y a le .NET Framework puis le .NET Core. Le .NET Framework, il fonctionne juste dans Windows. Le .NET Core, il fonctionne sur plusieurs machines, y compris Linux. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser maintenant le .NET Core. Donc, .NET Core, c'est une incarnation portable de la plateforme .NET qui a été développée par Microsoft. Elle a pour objectif d'être portable sur Linux, Mac, Windows, etc. Et elle est beaucoup plus récente que Mono. Donc, le Mono que je vous ai fait utiliser précédemment, ça date de beaucoup plus longtemps. .NET Core, ça date peut-être de 3-4 ans là, maximum. Donc, pour l'installer sur Ubuntu, rendez-vous à cette place-là. Puis une fois que vous avez que l'installation, pour vérifier que votre installation est réussie, vous avez juste à faire .NET-version pour afficher votre version de .NET Core qui devrait
être idéalement 3.1 et plus. Ensuite de ça, une fois que vous avez installé votre .NET Core, donc votre projet info.exe, en fait, il est déjà compilé avec Visual Studio. Okay. Donc, c'est déjà compilé sous la forme d'un DLL. Donc, info.dll, il est compilé, il est présent dans bin debug netcore app 3.1 info.dll. Ça veut dire qu'avec .NET, que vous venez d'installer, vous pouvez déjà exécuter votre programme. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial, vous pouvez déjà l'exécuter. Donc, comme on fait mono info.exe, vous pouvez faire .NET info.dll. Okay. Puis là, on va le chercher. C'est sûr qu'on aurait pu l'exécuter directement en se plaçant sur place, mais on peut l'exécuter aussi à partir de la racine du projet. Donc, pour l'exécuter à partir de la racine du projet, il faut donner le chemin complet de notre DLL. Et après ça, on fait add 12 pour prendre seulement les 12 premières lignes. On voit ce qui s'affiche ici. Donc, vous allez aussi exécuter ici pour montrer que vous avez réussi à exécuter votre programme en ligne de commande avec .NET. Il y a aussi moyen avec .NET de faire une compilation exécution. Donc, si vous êtes dans votre répertoire de projet, donc on vérifie que le ls-étoile.csproj, c'est le info.csproj pour vérifier qu'on est dans le bon projet. Donc, quand ça fonctionne, vous pouvez faire un .NET Run, puis ça va automatiquement exécuter le projet dans lequel vous vous trouvez. Donc, dans ce cas-là, on va faire un .NET Run et on va faire add 12 pour récupérer seulement les 12 premières lignes et ça va afficher ça qui est exactement la même chose que le truc précédent. OK, c'est identique. Donc, attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, c'est identique. Vous allez faire une saisie pour montrer que ça fonctionne bien. Et une fois que vous avez terminé, vous avez juste à remplir la grille ici et à me remettre le tout, incluant vos projets C#. En fait, vos multiples projets C#, vous pouvez tous les mettre dans une même solution, ce qui simplifie beaucoup la chose. Donc, vos multiples projets C#, vous les remettez avec le PowerPoint. Et en commentaire, vous m'ajoutez votre pointage et la durée totale, s'il vous plaît. Donc, bravo!